À vous, Tidi Goudalo, pour la présentation de ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, vous aurez dans la journée sur Canal 3 Bénin et bien d'autres rendez-vous de l'information. Il y a les petites éditions à 11h et à 16h par exemple. Et vous avez les grandes éditions à 13h. Et à 19h30, et si vous êtes en retard, vous rattrapez pour l'édition de la nuit à 22h30. Actu Matin se poursuit pendant ce temps. Nous aurons tout à l'heure à suivre la rubrique santé avec Esther Toffa, puisque nous sommes mardi matin. Elle va nous parler d'épilepsie. Allez, on va passer maintenant à notre invité de ce matin. Il est acteur politique, notamment du parti Les Démocrates. C'est avec lui qu'on va échanger tout à l'heure. Voici donc l'invité. Abdelkamel Ouassangari, bonjour. Bonjour, M. Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. C'est un plaisir. Membre du parti Les Démocrates, un parti de l'opposition à Patrice Talon. Nous allons évoquer le contenu de vos propositions à l'endroit du chef de l'État dans la droite ligne du toilettage du code électoral et suite à cet exercice tenu à la Marina à travers ces échanges qu'il a eu avec les députés de votre parti politique. Mais avant, parlons un peu de la sortie du chef de l'État. Il était face à la presse, c'était la semaine écoulée. Dans la forme, c'est quelque peu inédit. J'imagine que chez vous, les démocrates, on a salué aussi cette innovation. Merci, M. Tanguy. C'est vrai que depuis quelques semaines, nous commençons par nous habituer aux sorties du chef de l'État qui devient contraire à ce qu'on a remarqué depuis 2016. On est passé de la normocommunication à la multi-communication. Et je pense que si le chef d'État a compris qu'il faut sortir, c'est une bonne chose, mais seulement que chaque fois que le chef d'État sort, c'est toujours le contraire de ce qu'il a eu à dire. Comment? Souvent, dans le contenu même de ce que dit le chef d'État, on a toujours une chose et son contraire. Quand par exemple dit, je suis contre la révision de la Constitution, mais si les députés, et quelques jours après, un député soutenant le chef de l'État introduit une proposition de révision, de modification, et tous les députés de la mouvance présidentielle parcourent les plateaux pour essayer d'expliquer, de défendre. Ça veut dire que il y a des pincettes dans ce que dit le chef d'État. À l'occasion de sa sortie, le chef d'État a évoqué plusieurs sujets. On reviendra d'ailleurs sur ce que vous aviez évoqué tout à l'heure. Nous allons discuter des sujets les plus importants qu'il a évoqués. Le premier, vous avez commencé à en parler, c'est la révision de la Constitution. Patrice Talon n'a pas varié, non? Il a maintenu sa position qu'il a affichée face aux députés, à vos députés, lors de ces échanges au palais de la Marina. Il a dit qu'il n'est pas demandeur d'une révision de la Constitution. Non, on est déjà habitué aux ruses du chef d'État. Comment? Lorsqu'on a reçu le chef de l'État le 22 janvier, c'est vrai qu'il nous a dit qu'il ne voulait pas d'une révision de la Constitution. Mais au même moment, il fallait comprendre si nous, députés, on estimait qu'il faut aller jusqu'à la révision, qui va nous accompagner à une condition que ça ne touche pas les fondamentaux de la Constitution. Il a été clair. C'est ce qu'il a dit. Mais le jeudi, il n'a pas changé. Oui, mais c'est ce qu'il a dit, je dis. C'est ce qu'il a dit. Parce que le 6 avril 2016, le chef de l'État me a dit à la face du monde, devant tout le peuple béninois, qu'il fera de son mandat unique une exigence morale. Oui. Il est à son deuxième mandat. Le 1er août 2016, face aux journalistes et à la communauté internationale, parce que je peux dire que je suis devant la communauté internationale, il a dit, même si ça, le projet de révision, le premier projet de révision ne marchait pas, qui fera le mandat unique pour montrer qu'en 5 ans, on peut faire le job. On peut se réviser à tout moment, les circonstances, les contraintes, etc. C'est pour ça Vous avez vu la difficulté pendant son premier quinquennat. On n'a pas oublié la Covid, on n'a pas oublié les difficultés économiques et financières, etc. Ça peut exiger qu'il revienne sur sa parole, ce n'est pas encore interdit. Donc c'est ça qui nous fait peur même. C'est ça qui montre la ruse qu'il y a. Parce qu'à tout moment, on entend des députés, des personnalités soutenant le chef d'État dire
que le chef d'État a mis en œuvre plusieurs projets et qu'il serait intéressant qu'il continue. On a vu ce soutien. Ah ouais, déjà, vous avez entendu? Moi, je n'en ai pas entendu ni en privé, ni en privé, ni en public. Il y a même une décision, il y a quelqu'un qui a déposé un recours contre Bertin Korovi qui demandait que le chef d'État fasse un troisième mandat. Il y a également eu un recours contre le maître Miga. Donc ça veut dire qu'ils en parlent. Les soutiens du chef d'État en parlent. Et dans ces conditions, il faut porter les gants. Et sur la révision de la Constitution, il n'a pas changé. Sur la révision de la Constitution, jusque-là, il n'a pas changé. Non, on ne croit plus en ce que dit le chef d'État. C'est la posture que vous avez adoptée. Nous ne croit plus en ce que dit le chef d'État. Vous dites que vous êtes opposé à toute idée de révision de la Constitution. Patrice Talon aussi dit qu'il n'en veut pas. Ça fait une convergence d'idées, non? Vous devrez vous allier pour combattre justement celui qui allait déposer une proposition. Non, celui qui allait déposer une proposition, je le connais très bien, c'est un collègue. Mais là, la différence, c'est que lui n'affronte jamais le suffrage universel. Il a toujours été, je ne veux pas... non, on ne va pas faire le procès d'un collègue dans son dos ici. Non, je n'ai pas dit qu'il est un sac de dos. Je dis seulement qu'il n'a jamais affronté directement le suffrage universel. Comment ça? Il a toujours été suppléant. Oui. Il a toujours été suppléant. Donc lui... On ne doit pas pour être suppléant. Pour lui, c'est toujours intéressant que le chef d'État soit là, que son titulaire soit au gouvernement pour qu'il puisse se retrouver. Ça, c'est votre interprétation. Et si on remarque tous ceux qui parcourent les problèmes, il y a deux de mes collègues qui sont champions. Mon collègue Aladati, qui est dans la même posture que mon collègue Hassan Serou. Là, c'est des interprétations politiques. Vous ne faites pas le débat du fond. Je dis, mais dans le débat du fond, il est opposé, vous aussi. Vous êtes opposé, vous devrez quand même échanger au téléphone très souvent, puisqu'il vous a laissé son numéro, afin d'allier vos forces pour vous opposer à cette majorité qui est en train de dérouler un programme, visiblement. Non, c'est pas là le problème. C'est le contenu même de la proposition. Alors, parlons du contenu. Si on lit le contenu de la proposition, on se rend compte que l'initiateur de la proposition veut nous conduire vers le contraire de ce qui est écrit. Comment? En demandant d'organiser d'abord, en demandant de changer l'ordre des élections. De commencer par la présidentielle. Et, si vous l'écoutez souvent, il dit il faut que le chef d'État élu mette tout en œuvre pour avoir sa majorité. Oui. En disant ceci, ça veut dire que actuellement on se dit qu'on est dans un régime. Dans la constitution béninoise, on est dans un régime présidentiel. Si on change l'ordre de ces élections, comme il le demande, c'est que on se retrouve dans un régime présidentialiste. Donc ce qui change... Ça, c'est l'avis de Robert Dossou. On attend encore aussi de voir les démonstrations. C'est vrai qu'on n'est pas très juriste. Et aussi, si un président, tel qu'il le dise, est élu avant les députés, on risque de se retrouver à chaque moment pour que le président ait sa majorité à la situation de 2019 où l'opposition au président élu serait toujours exclue afin d'avoir c'est une bonne proposition en fait d'exclure l'opposition. Je pense que ça c'est votre interprétation. Je pense que le président de votre parti politique, Boni Yayi, qui a dirigé ce pays, devrait aussi se réjouir qu'on lui propose cette idée-là, parce que quand il venait au pouvoir en 2006, il avait déjà une Assemblée nationale qui lui a pourri la vie de 2007 à 2008-2009 avec cette opposition radicale. N'oubliez pas le G13. Cela n'a pas favorisé justement qu'il déroule un peu son premier quinquennat. Et donc, c'est une belle proposition pour permettre quand même au président qui arrive d'avoir de la main un peu plus libre pour quand même dérouler ses idées, ses projets. Vous savez, le Bénin est constitué d'un tout. C'est pour ça dans un régime démocratique, il a l'opposition, il a la mouvance. Et la population, ce n'est pas les acteurs politiques qui doivent imposer ceux qui doivent les soutenir. Si la population décide avoir une grande majorité, une grande opposition, ce n'est pas la faute ce n'est pas le problème du président. Et je prends un exemple toujours. En France, les élections présidentielles sont organisées toujours avant les élections législatives. Mais il arrive des fois où il y a cohabitation au Parlement. C'est au chef de l'État d'être beaucoup plus diplomatique pour essayer de concilier toutes les parties et pouvoir gouverner. Mais si on pense qu'il faut impérativement que le chef de l'État ait une majorité absolue, ça veut dire que
on favorise en ce moment la dictature dans le pays et l'exclusion d'une partie de la population. C'est quoi? Tous les présidents qui vont venir après Patrice Talon ne seront pas comme Patrice Talon forcément. Et puis les thèses, ça peut s'étoiletter à tout moment comme ça se fait, non? Pourquoi est-ce que vous pensez systématiquement que le président, tant qu'il est élu avant les députés, forcément doit avoir un contrôle systématique? Le chef d'État, Patrice Talon, nous a dit ici qu'il serait actif même après 2026. Oui. Ça veut dire que mais il ne sera pas éternel. Oui, oui. Il ne sera pas éternel. Mais et on a entendu ici que le système sera mis en place pendant plus de 50 ans. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de mettre les ingrédients pour pouvoir... J'ai l'impression que vous pensez qu'il y a Dieu déjà qui est derrière tout ça et puis que vous ne pouvez rien. Non, on peut quelque chose. C'est pour ça qu'il y a tellement d'agitation. Parce que si nous, en tant que les 28 députés n'étaient pas au Parlement, la révision avait déjà eu lieu. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, même ceux qui ne voulaient pas qu'on aille aux élections, nous appellent pour nous dire, vous avez pensé juste en passant aux élections et en ayant 28 députés qui constituent aujourd'hui la minorité de blocage. Et c'est pour ça que nous avons toujours dit, même on n'avait pas besoin d'aller à une proposition de révision de la Constitution pour satisfaire la décision de la Constitution. Et justement, vous êtes venu avec des propositions, on en parlera tout à l'heure. On va continuer à scruter un peu le discours de Patrice Talon jeudi dernier. Eh bien, il voudrait bien que les parrains élus de 2026 soient justement ceux qui, ma foi, délivrent les quittances. Enfin, je les appelle comme ça. Oui, les parrainages pour les candidats. Les démocrates sont opposés. Je ne vois pas pourquoi est-ce que cela ne vous dit pas. Ça vous offre une chance, en tout cas, d'avoir quand même des élus au niveau des communes pour pouvoir compléter, je dois dire, renforcer votre position. Surtout que, comme vous le dites, vous avez la cote de popularité chez les électeurs. Oui, mais nous sommes légalistes. Je prends la décision même de la Cour constitutionnelle, la décision DCC 24-001 la dernière concernant le code électoral. Dans son exposé, dans la Cour constitutionnelle dit, en ce qui concerne le parrainage des députés, parce que le parrainage étant requis, je lis, les députés émettent en fonction, avant la clôture du dépôt des dossiers de candidature, les députés issus des élections législatives de 2023 sont tous en droit de parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026, ce qui n'est pas le cas pour tous les maires. Et en ce qui concerne les députés, c'est réglé. C'est réglé. Pour les maires, je continue toujours dans l'exposé de la Cour constitutionnelle, on dit que par ailleurs, aucune disposition du code électoral ne détermine la période durant laquelle le parrainage doit intervenir. Je dis, aucune disposition du code électoral ne détermine la période durant laquelle le parrainage doit intervenir, que le silence du législateur sur cette période décisive du processus de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République laisse la possibilité à l'autorité de tutelle des maires de décider de ceux qui pourront ou non parrainer. Qu'il s'ensuit une rupture d'égalité entre les maires à laquelle il peut être remédié sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de la décision DCC 19-525 du 14 novembre 2019 si la période de parrainage était définie de sorte à mettre tous les maires dans la même situation juridique. Donc, la Cour demande juste de définir la période de parrainage. Une période. Pour décider. Du moment que la Cour a déjà réglé la situation des députés, nous pensons que s'il n'avait pas des idées derrière, il suffit seulement de définir une période. Il fallait définir une période de parrainage pour les maires. Et le problème est réglé. Oui, mais vous le savez très bien, ce code électoral qui a permis quand même d'organiser les élections de 2019 à laquelle vous n'avez pas participé, vous pensez que vous aviez été exclu, a permis d'organiser... Vous pensez que vous aviez été exclu, a permis d'organiser la présidentielle de 2021, a permis d'organiser la législative de 2023, présente quand même quelques difficultés, quelques insuffisances que tous les partis politiques dont vous aviez convenu qu'il faut apporter des corrections. Pourquoi est-ce qu'il faut se limiter à ce que la Cour constitutionnelle a proposé plutôt que de faire une correction holistique une fois pour de bon? On a toujours dit ici, une révision de la Constitution ne doit pas se faire entre les quatre murs de l'Assemblée nationale. Le consensus sur la valeur constitutionnelle. Donc il faut prendre en compte l'avis de tout chacun. Ça c'est votre opinion, mais la Constitution elle-même propose une voie. Oui, mais nous estimons que nous avons toujours lutté pour que, même en 2019, lors de la révision, il faut que tout le monde soit impliqué dans le processus de révision. Et souvenez-vous, en 2021, nous avons dit ici, 5 ans c'est 5 ans. De cette même manière, nous disons aujourd'hui, 3 ans, c'est 3 ans. Parce que la proposition de révision augmente le mandat des députés. On aurait pu dire, oui, on augmente le mandat de 3, 4, 5 mois. On ne serait pas. Non.
on dit 3 ans, c'est 3 ans. Parce que nous estimons, même s'il doit y avoir une révision, ça ne peut pas s'appliquer à nous. Nous qui sommes là, mais pour le futur. Ce qui n'est pas le cas de nos amis. Mais comme ils sont habitués et coutumiers de faire, parce qu'on doit ajouter 45 jours au chef d'État, ils pensent qu'ils vont s'augmenter. Mais cette fois-ci, ils veulent vous faire la compensation. Hein? Non, ils veulent, parce qu'ils ont peur. Faire la compensation, justement. Le président va céder 2 ou 3 mois de son mandat. Le piège qu'il y a dans ce truc, qui voulait qu'il parte, oui. Il va partir. Oui, ça c'est clair. Le 24 mai 2026, oui, il va partir. Il va être président de la République. Il va partir un peu plus tôt même que prévu. Et ça devrait vous réjouir. Non, qu'il parte, on ne veut pas toucher une virgule. Parce que l'article 42, lorsqu'on a eu la rencontre avec le chef d'État, il fallait comprendre que l'article 42, que dans la proposition qu'on a voulu modifier en disant dans tous les cas, où il est dit, en aucun cas, nul ne peut, le chef d'État a dit que ça fait une affirmation, une affirmation, et que s'il le veut, il peut utiliser ça pour être candidat, mais qu'il ne veut pas. Mais ce qu'il a oublié de dire, et que ces soutiens ne disent pas, c'est que l'article 44 l'empêche d'être candidat. Comment ça? Parce que l'article 44 dit... C'est la décision de la Cour constitutionnelle. Non, c'est dans la Constitution. C'est dans la... Oui, vous avez la Constitution sous la... Oui, j'ai la Constitution. Oui, l'article 44. L'article 44 dit ici, il ne peut être candidat aux fonctions de chef de l'État. Je suis déjà... Président. Voilà, lui ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il a été élu 2 fois président de la République et a exercé comme tel 2 mandats. Si on écoute même une journée du mandat du chef d'État, la Cour constitutionnelle constitue uniquement des soutiens du chef d'État. Parce que l'opposition n'a pas de représentant, peut venir nous dire, comme on l'a vu dans les pays de la sous-région, dit vu, en vertu, c'est une nouvelle république. Encore que dans la proposition de révision de mon collègue Hassan Sebou, l'article 2 qui figurait dans la qui disait que la révision n'était pas une nouvelle république a été retiré. Donc c'est que il y a des pièges et des petits détails que en lisant globalement on ne le voit pas, mais qui figurent, qui demain risquent d'amener autre chose. Et c'est pour ça qu'il dit là où le président, législateur de la proposition veut nous conduire, c'est vers le contraire de ce qui est écrit dans son document. Allez, Patrice Talon a affirmé beaucoup de choses, hein, mais on va surtout se limiter seulement à la révision de la Constitution et au code électoral et surtout à sa succession. Il a dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour assurer ses arrières. Oui, c'est normal. Pourquoi aura-t-il besoin de quelqu'un pour assurer ses arrières? Ici, au Bénin... Bonilla voulait le faire en 2016. Non, oui, il a soutenu. Libre à lui aussi de soutenir. Et peut-être même c'est le moment de lui dire... Un petit conseil qu'il veut donner, c'est une consultation que je fais pour lui. C'est quoi? Au lieu d'attendre... C'est le frère qui veut conseiller son grand frère. Au lieu d'attendre... C'est contraire aux habitudes africaines. C'est pour ça que vous êtes très attachés à la tradition. Oui, au lieu d'attendre 6 mois avant de choisir son candidat, il ferait mieux de faire un peu plus... de laisser que dans son camp que les ambitions peuvent se lever. Sinon... C'est quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la mouvance? Sinon, il risque de se retrouver... Son cas risque de se retrouver avec moins de 10% en 2026. Laissez la mouvance s'organiser et occupez-vous d'organiser l'opposition à laquelle vous appartenez. Alors, vos propositions, parlons-en maintenant. Vous dites qu'il ne faut pas toucher la Constitution, qu'il faut aller directement au code électoral. C'est vrai que la Cour constitutionnelle a limité justement l'action à poser en demandant de définir clairement, je dois dire, le délai d'installation des maires. Cela n'est pas suffisant. Oui, c'est pour ça que nous avons dit, comme en tenant compte du contenu de la décision même de la Cour, et on a juste défini la période de parrainage. Qu'est-ce que vous proposez? On a proposé que les parrainages soient délivrés aux députés et maires entre le 1er janvier et le 15 janvier de l'année électorale. Et là, on sait que le dépôt des dossiers qui doit prendre fin le 5 février, mais habituellement, la Sénat donne une période de 5 à 1 semaine pour le dépôt des dossiers. Donc, peut-être, si la Sénat donne 5 jours pour la période de dépôt, du 1er au 5 février, dès la veille, tous les candidats ont toutes les pièces nécessaires pour pouvoir déposer leur dossier le premier jour et non attendre le dernier jour. Vous allez écouter justement le délai pour se préparer et pour constituer son dossier. Et on sait que c'est une galère. Non, il dit le dépôt, la date limite c'est le 5 février. Oui. Mais la Sénat, dans sa programmation, met une période de 5 jours souvent pour dire les candidats peuvent venir déposer leur dossier du 1er au 5. Donc ça dit à la veille du 1er,
Déjà, il faut que tous les candidats aient leur dossier au complet, afin que celui qui veut... Et je dis que c'est parfois compliqué pour les candidats de réunir leurs pièces. On a vu toute l'attente que vous aviez pu avoir au niveau donc, de la direction générale des impôts, etc. Oui. Parfois même des dossiers qui sont incomplets, les gens qui dorment à la Sénat comme si c'était chez eux, etc. Et des dossiers qui sont constitués sur 3 jours après la fermeture, la clôture de dormir par exemple à la Sénat, aux impôts, à la Sénat, c'est... On était habitué à une stratégie. On veut voir l'adversaire, comment l'adversaire s'organise. C'est stratégique en politique. Mais au niveau des pièces, il ne devait pas avoir de problème. Parce que c'est l'administration en majorité qui délivre les pièces. Si vous voyez les gens dormir à la direction générale des impôts alors qu'ils ont eu à faire leur demande un mois avant, c'est-à-dire que le problème n'est pas au niveau de ceux qui, aux demandeurs. C'est l'administration qui est fautive. Et on sait que c'est souvent l'administration a toujours été utilisée ici pour exclure. Et nous pensons que ce que nous devons faire, c'est non seulement de tenir compte des observations de la Cour constitutionnelle pour améliorer les 2 articles qui sont demandés, mais aller beaucoup plus en pour toiletter le code électoral afin d'enlever tout ce qui peut contribuer à l'exclusion, soit peut-être le mode de délivrance en ce qui concerne le délivrance du quitus fiscal et bien d'autres, les différentes pièces. Donc il faut qu'on aille pour que, comme l'a dit le chef d'État, qui veut organiser les élections de 2026 comme celle de 2016 au moment où lui venait au pouvoir. C'est ce qu'il a dit lors de la rencontre. Et qu'il veut qu'il y ait des élections libres, transparentes, et qu'il ne veut pas entendre parler d'exclusion. Pour ce, nous souhaitons quand même, parce que nous voulons aussi l'accompagner pour que les élections soient bien organisé, libre et transparent, sans exclusion, pour que le code électoral, tout ce qui peut contribuer à exclure, puisse être enlevé, afin de permettre à tous ceux qui peuvent, ceux qui ont les conditions d'être candidats. 2 dernières questions rapidement. Pendant que vous faites des propositions, l'idée de révision de la Constitution progresse à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que les députés, les démocrates se préparent? J'ai appris qu'il y a déjà des procurations qui sont déjà saisies et arrachées à des militants qui n'ont pas confiance. C'est quoi? Ce n'est pas la sérénité dans vos rangs. Non, c'est... Les gens ne font que raconter de n'importe quoi. Ils parlent de tout ce qui... C'est la presse qui l'a dit, et pas des moindres. C'est Matin Libre qui l'a quand même dit. Non. On a fait une séance, nos députés. Oui. Les 28 députés. On a demandé à ce que tout le monde puisse... Après ces procurations. C'est quoi? On est obligé d'être absent? Non, mais on se dit, la ruse et la rage existant avec nos amis, nos frères d'en face, il ne pas que peut-être le jour du vote, qu'un collègue soit bloqué à un niveau, en venant à Porte-Nouveau, ou bien qu'il soit quand même empêché. Ils vont créer un embouteillage. En 2015, ici, on a appris qu'il y a des députés qui ont été séquestrés dans les chambres pour les empêcher d'aller voter pour le... Dans leur maison? Et ils n'ont pas le numéro de la police? On les a appelés pour une séance, et ils étaient bloqués dans la chambre. Et on les a sortis à la fin du vote du président Adrien Mbedi comme président du Parlement. Donc pour éviter qu'une telle situation n'arrive à un de nos collègues, c'est pour ça qu'on a demandé à ce que... On a même fait 3 exemplaires. Et vous vous êtes partagé, c'est ça? Si je ne suis pas là, on a vu les points. Même si on bloque Cotonou, il y a des procurations qui sont à Porte-Nouveau, à des sites stratégiques, quand même pour que, plus comme on l'a toujours dit, pas de division. Vous êtes vraiment capable de faire le blocage à ce projet? Mais je vous dis, si on n'était pas capable, les gens, le problème même, c'est pas notre niveau. C'est au sein de la mouvance. Comment ça? Si 81 personnes, si les populations pensent qu'on peut créer un bloc au sein des 81 personnes, pourquoi pensez-vous qu'au niveau des 28 personnes, qu'un bloc ne peut pas être fait? Encore que nous discutons avec nos amis d'en face. Et nous savons que le gouvernement ne peut jamais avoir le courage d'organiser une élection, comment dire, inclusive non, lors du vote du premier budget. Oui, ok, d'accord. Un vote secret. Un vote secret. Sinon, le non va dépasser le oui. Ah ouais? Oui, et ils le savent très bien.
Gabriel Sangari, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes membre du Parti Les Démocrates. Vous étiez sur ce plateau pour partager avec nous le contenu des propositions de ce parti concernant justement l'amendement apporté au code électoral. Bonne journée. Merci, M. Tanguy. Et je profite un peu de demander au chef d'État, comme il a promis, de tout faire pour que les élections de 2026 soient inclusives, pour qu'on puisse fêter son départ le 24 mai dans la fête. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Allez, mesdames et messieurs, on a fait un peu en torse au menu d'Actu Matin ce matin. Nous voici maintenant pour l'actualité des sports.